On va s'intéresser un peu à l'hydrogène. Alors ça peut vous sembler très loin, on parle d'énergie d'avenir, mais c'est vrai que des bus à hydrogène, des bennes à ordures, c'est aussi tout à fait une réalité qui peut rapidement arriver sur un territoire. Et donc je suis ravie d'accueillir Yann-Éric Starlander, merci d'être avec nous, qui est donc responsable des relations avec les territoires de France Hydrogène. Ça aussi, ça fait partie, on va dire, des vecteurs d'énergie d'avenir. C'est pas une énergie, hein, l'hydrogène, il faut le répéter. Je pense que je suis globalement à ma 3e ou 4e conférence sur l'hydrogène. Ça a été un gros sujet l'année dernière. On a parlé à travers France Relance, France 2030 aussi, d'accélérer le mouvement et de le booster. Alors peut-être nous dire, justement, puisqu'on parle d'énergie d'avenir, qu'est-ce que c'est à proprement parler et comment on fait pour le produire, ce vecteur? Tout à fait. Merci pour cette introduction. Un mot très rapide sur France Hydrogène. Donc, nous sommes une association loi 1901. On regroupe l'ensemble des entreprises de la filière avec 450 membres, mais aussi un collège collectivité. La FNCCER a rejoint l'association en septembre et nous avons aussi 9 syndicats départementaux, alors pas encore celui de Lyon, qui sont membres de l'association. Et effectivement, on porte beaucoup de projets en lien avec les collectivités. Alors effectivement, l'hydrogène, rappelez que ça n'est pas une source d'énergie en tant que telle, bien qu'on parle aussi d'hydrogène naturel. Il y a certains endroits où il semble qu'il y ait des puits d'hydrogène naturel. C'est un sujet qui est encore en cours de recherche, notamment en Afrique, un peu en Nouvelle-Aquitaine, en France. Mais pour l'essentiel, effectivement, il s'agit d'un vecteur, donc une façon de convertir et d'utiliser l'énergie. Et donc là, sur cette slide, vous avez un rappel sur les différentes façons dont on peut produire l'hydrogène. Vous savez qu'on parle aussi beaucoup de couleurs de l'hydrogène. On essaie de se départir de ça aussi au niveau de la réglementation. Oui, certains veulent dire maintenant bas carbone, parce que sinon on se perd entre le vert, le gris. Je crois qu'il y a 7 nuances, il n'y a pas 50 nuances d'hydrogène, mais on n'en est pas loin, quoi, c'est ça. Presque. Pour faire simple, c'est vrai que l'hydrogène gris, c'est l'hydrogène qui est produit à partir du vaporéformage de gaz naturel, donc dans un process qui est assez fortement émetteur de CO2. On compte 10 kg de CO2 émis pour 1 kg d'hydrogène. C'est le processus qui est massivement utilisé aujourd'hui en France et dans le monde. On utilise déjà beaucoup l'hydrogène, essentiellement dans l'industrie, de l'ordre de 800 000 tonnes. Donc l'un des gros enjeux, c'est déjà de remplacer cet hydrogène carboné par de l'hydrogène bas carbone et encore mieux quand c'est possible de l'hydrogène renouvelable. Cet hydrogène renouvelable ou bas carbone, il est essentiellement produit à partir d'électrolyse de l'eau. Donc on a besoin d'électricité, on a besoin d'eau. Et donc là, à nouveau, on a vraiment cet intérêt, cette chance en France d'avoir ce mix électrique bas carbone. Quand tout va bien. Non, mais ça, quand tout va bien. Parce que l'eau et l'électricité, on est un petit peu inquiets, mais ça, voilà. Alors, oui, tout à fait. C'est aussi des sujets qu'on creuse pour mieux évaluer la ressource en eau nécessaire pour produire cet hydrogène. Maintenant, très clairement, on est sur des quantités bien moindres par rapport aux grandes consommations d'eau. Et le sujet est peut-être d'abord sur les eaux de refroidissement des centrales nucléaires que vraiment spécifiquement sur la part électrolyse, où il y a une part d'eau qui est prélevée, une part nette consommée qui est quand même qui reste faible. D'autres procédés aussi qui commencent à se développer, notamment à partir de la biomasse, notamment à partir de résidus de bois non méthanisables. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on essaie d'évaluer mieux, les gisements mobilisables. L'idée, c'est pas non plus d'aller prendre la biomasse de filières matures, stables et qui sont intéressantes pour produire notamment du biogaz, mais à certaines fractions où ça peut être intéressant aussi de produire de l'hydrogène. Après, d'autres procédés qui sont nettement moins avancés, que vous avez sur le bas de la slide. Donc ça, c'était comment produire, et maintenant, quel est son intérêt? Tout à fait. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc l'hydrogène, comme on l'a indiqué, est un vecteur. On a perdu la slide suivante. Merci beaucoup. Donc l'hydrogène, l'intérêt, c'est qu'il peut être produit dans les territoires à partir d'eau, d'électricité, comme on l'a vu, et à partir de biomasse. Dans un objectif de réduire notre dépendance énergétique, effectivement, il y a le fait de pouvoir produire l'hydrogène en France et au sein de l'Union européenne. L'hydrogène permet donc de stocker l'énergie en complément de ce qui avait déjà été présenté aussi sur les batteries et de là aussi l'utiliser quand on en a besoin. Donc
il y a effectivement une perte de rendement par rapport à un usage direct de l'électricité, mais il y a donc ces services qui sont rendus à travers le stockage, qui permettent là aussi de parfaire finalement l'intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique. L'hydrogène, en fait, l'idée, c'est qu'ils viennent aider à décarboner les choses qu'on aura du mal à décarboner à travers uniquement l'électrification directe. Il y a certains, notamment dans l'industrie lourde, hein, dans la sidérurgie, par exemple. Alors bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on a ici dans Lyon, mais il y a comme ça des secteurs où on sait qu'on va atteindre un peu les limites de ce qu'on peut faire pour décarboner massivement, et c'est vraiment la nécessité. C'est pour ça que ça a commencé dans des grands bassins. Vous allez sûrement nous l'expliquer, mais il y a plusieurs bassins industriels qui sont très concernés par l'hydrogène. Également dans le logement et le tertiaire. Alors là, l'idée, c'est pas de brûler de l'hydrogène pour alimenter des chaudières, ça c'est un usage plutôt marginal, mais par exemple quelque chose qui se développe, hein, c'est les groupes électrogènes à hydrogène, qui permettent d'alimenter des événements, des chantiers, notamment dans les zones à faible émission, avec l'intérêt aussi qu'on ne fait pas de bruit sur ces groupes électrogènes, hein, par rapport aux groupes électrogènes diesel classiques. Enfin, la mobilité électrique, parce que j'insiste sur le fait que la mobilité hydrogène est une mobilité électrique, donc elle est vraiment très complémentaire à la mobilité électrique à batterie, hein. On alimente aussi un moteur électrique. Alors il y a aussi quelques développements technologiques pour faire des moteurs à combustion à injection directe d'hydrogène. C'est quelque chose sur lequel il y avait pas mal de recherches au début des années 2000. La recherche n'était pas encore assez avancée et c'était pas suffisamment intéressant en termes de suppression de polluants atmosphériques. On s'y réintéresse, hein, des industriels comme Toyota notamment, qui vraiment pionniers des véhicules à pile à combustible, se réintéressent aussi à l'injection directe d'hydrogène parce que il y a des avancées technologiques et parce que ça pourrait aussi permettre une transition vers la mobilité hydrogène. Mais malgré tout, on mise quand même davantage sur donc la mobilité électrique à hydrogène, hein, ou donc moteur électrique alimenté non pas par une batterie, mais par une pile à combustible hydrogène, sachant qu'il y a aussi un certain nombre de segments où en fait on va avoir des solutions hybrides où justement la batterie électrique et la pile à combustible viennent se compléter mutuellement. Et alors là aussi, l'idée, hein, c'est vraiment d'être dans la complémentarité et d'apporter les services qu'aujourd'hui, en tout cas, l'électrique à batterie, où il atteint un peu ses limites, c'est-à-dire avec des autonomies plus grandes, quand il y a des besoins de puissance, hein, et aussi une recharge rapide. On est pour faire le plein d'un véhicule hydrogène sur des choses comparables à un véhicule thermique, ce qui est aujourd'hui encore une des limites, hein, malgré les superchargeurs qui n'existent pas sur tous les segments sur les véhicules électriques. Donc ce qui explique que le focus est plutôt mis sur la mobilité lourde et intensive, donc les poids lourds, les bus, les autocars, les camions, dont les bennes à ordures ménagères, aussi les véhicules électriques. Alors, moins aujourd'hui du type Kangoo, plutôt du type Master, hein, quand on est quand même déjà sur une taille un peu plus grande, mais aussi sur des véhicules à usage intense, hein. Vous avez certainement vu ou entendu parler, il y a déjà une flotte de taxis à hydrogène qui circule en région parisienne, voilà, les taxis Hype, qui avaient été lancés à l'occasion de la COP21 en 2015, et là vraiment il y a une accélération dans l'augmentation de la flotte, et il y a plusieurs autres villes européennes et dans le monde qui s'intéressent au déploiement de flottes de taxis à hydrogène, aussi sur des engins spéciaux, sur les bateaux, et sur les trains. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une station de recharge d'hydrogène au pont de l'Alma, je crois, ou pas très loin. Enfin, en tout cas, alors celle-là, elle vient de fermer parce qu'elle était voilà, un peu expérimentale. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'était une expérimentale. Elle va être remplacée par des plus pérennes, plus grande taille, notamment Porte de Saint-Cloud, Porte de la Chapelle. Mais on va pas à Porte de la Chapelle, être trop parisien dans nos exemples. Enfin, je vais essayer. Très bien, non, ça c'était pour une petite parenthèse parisienne. Alors, j'ai parlé en introduction, hein, des plans qui avaient été annoncés. Quelle stratégie donc l'État a mise en place aussi pour le déploiement de cet hydrogène ? Voilà, alors effectivement, depuis 2020, il y a une assez forte accélération du déploiement et de l'impulsion donnée à la fois au niveau français et européen et mondial, en fait, hein, du déploiement de l'hydrogène. En France, il y avait eu un premier plan en 2018, hein, mais pour vous donner un ordre de grandeur, le plan de 2018 avait un budget total de 100 millions d'euros. En septembre 2020, la France a présenté sa stratégie nationale, qui a suivi de peu la stratégie européenne qui avait été publiée en juillet 2020.
avec donc un budget global qui a entre-temps été renforcé d'ailleurs, hein, mais là vous avez le budget total à horizon 2030 qui est de 9,1 milliards d'euros. Hein. Donc on voit par rapport aux 100 millions qui avaient été mis dans un premier temps en 2018, là il y a quand même une vraiment très forte accélération. Donc 3 axes dans cette stratégie, c'est accélérer les investissements pour qu'il y ait vraiment une industrie de l'hydrogène décarbonée et compétitive en France, qu'on fabrique les équipements et qu'on puisse convertir notamment voilà, dans les usages industriels et en s'appuyant sur des technologies françaises et européennes. Hein, il y a vraiment aussi un enjeu de réindustrialisation pour atteindre une capacité de production par électrolyse de 6,5 gigawatts à horizon 2030. Donc pour vous donner un peu un ordre de grandeur, on est sur quasiment un facteur 1000 en termes par rapport de ce qui est installé aujourd'hui. Hein, on a de l'ordre de 10 mégawatts finalement aujourd'hui. Les sites avec des électrolyseurs sont pas encore nombreux, mais on suit la trajectoire des projets qui sont annoncés. Il va y avoir vraiment une très nette accélération. Les mobilités professionnelles dont j'ai déjà parlé. Et puis malgré tout quand même aussi poursuivre la recherche, hein, parce que même si une partie des technologies sont arrivées à maturité technologique et commerciale, maintenant pour faire baisser leur prix, il faut les produire en grande quantité. Hein. Mais bien sûr, il y a encore besoin de recherche pour améliorer aussi les rendements des technologies d'électrolyse notamment. Donc l'objectif, c'est que ça permette d'éviter l'émission de 6 millions de tonnes de CO2, donc ce qui est l'équivalent, alors pour le coup c'est un ordre de grandeur parisien, mais des émissions de la ville de Paris. Comme je le disais, hein, le premier objectif, l'un des objectifs centraux, c'est quand même d'abord de substituer l'hydrogène carboné qui est déjà utilisé dans l'industrie, de le remplacer par de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable. Notamment pour les raffineries dans le secteur de la chimie, pour la fabrication d'engrais notamment, hein, azotés. Développer aussi de nouveaux usages dans l'industrie. Hein, donc j'ai parlé, il me semble déjà, de la sidérurgie ou des process qui vont permettre de substituer l'hydrogène au charbon, au coke en fait, hein, avec un processus de réduction directe du minerai de fer pour produire l'acier. Et puis aussi des usages un peu nouveaux dans l'industrie. Il y a notamment les verriers sur des besoins de chaleur vraiment haute température qui s'y intéressent. Et puis également pour la production de carburants de synthèse, et notamment pour, à terme, alimenter les usages dans le domaine maritime, aéronautique et dans les écosystèmes portuaires, aéroportuaires. Et vous avez dit le train Auxerre-La-Roche-Migène va être un train à hydrogène ? Tout à fait. Donc des objectifs pour la mobilité. Hein, alors vous voyez là les ordres de grandeur en production. Donc on avait proposé à la demande du Conseil national de l'hydrogène des trajectoires pour atteindre les objectifs, et en particulier cet objectif de 6,5 gigawatts. Avec donc deux scénarios. Dans les deux, à horizon 2030, la part d'hydrogène utilisé dans l'industrie reste plus conséquente. C'est à partir de 2040 que vraiment les usages, on pense, vont se développer sur la mobilité, notamment justement parce qu'il y aura une plus grande disponibilité, une baisse des coûts des véhicules et aussi un maillage de stations. Donc là, vous avez les objectifs en termes de mobilité, hein, 300 véhicules légers, 5000 poids lourds. Dans les poids lourds, en fait, c'est véhicules lourds, hein, dont bus, autocars aussi. Et donc des objectifs effectivement aussi sur les trains. Et ça, j'y reviendrai sur ma dernière slide. Hein, mais donc vous savez que la région Bourgogne-Franche-Comté fait partie des 4 régions qui ont d'ores et déjà commandé des rames à Alstom. Donc c'est des rames bimode, c'est-à-dire hybrides, on va dire, entre hydrogène et électrique, pour répondre aux besoins finalement du réseau ferroviaire français. Une partie est électrifiée et certaines lignes, notamment dans Lyon, ne sont pas électrifiées. Et donc l'idée, c'est que quand il y a électrification, avec caténaire, il y a alimentation électrique. Et quand il y a besoin de prendre le relais, là où ça existe déjà avec des rames bimode, mais avec diesel, donc c'est l'hydrogène qui prend la relève et donc qui donne la puissance et puis qui fournit un service qu'aujourd'hui la batterie électrique n'arrive
pas à faire. Il faut savoir qu'il y a déjà des rames 100% hydrogène qui circulent en Allemagne notamment, hein, donc, et tout ça fait par Alstom, donc quand même vraiment un champion national en l'occurrence, et donc une très forte impulsion de la même façon au niveau européen avec des objectifs très conséquents et qui ont été amplifiés avec vraiment une volonté d'accélération, malheureusement à nouveau en lien avec la guerre en Ukraine, avec le plan Repower EU qui compte un accélérateur hydrogène. Et pour vous donner un exemple vraiment de l'impulsion forte donnée au niveau de l'Union européenne, hein, la présidente de la Commission européenne, dans son discours sur l'état de l'Union le 14 septembre, a aussi annoncé la création d'une banque vraiment dédiée à l'hydrogène pour 2023. D'une banque publique d'investissement dans l'hydrogène. Oui, avec une capacité d'investissement de 3 milliards d'euros pour accélérer la mise en place d'un marché viable au niveau européen. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes pour présenter la suite. Je vous le dis très concrètement. Je crois qu'alors évidemment, on va voir un petit peu ce qu'il en est du déploiement au niveau national et parler quand même à ramener. On a commencé. Je vous ai amené, je vous ai guidé avec le train dans Lyon, mais la région Bourgogne-Franche-Comté aussi, ce qui se passe. Tout à fait. Et puis, il n'y a pas de souci, on va tenir les 5 minutes. Donc, par rapport, on a vu la stratégie. Maintenant, l'idée, c'était de vous montrer que c'est très concret déjà. On parlait de 2030. C'est ce que je disais en introduction. Mais, même si, effectivement. Il ne faut pas voir ça que comme une énergie en vecteur d'énergie d'avenir, ça se passe déjà. Alors effectivement, ça a démarré plus tardivement que le bio-GNV ou l'électrique batterie, donc la filière est moins avancée, mais il y a vraiment déjà des choses très concrètes qui se passent, et avec une impulsion forte donnée par les collectivités et les syndicats départementaux de l'énergie. Donc aujourd'hui, on compte environ 850 véhicules hydrogène sur les différents segments qui sont d'ores et déjà en circulation, donc voilà, c'est une réalité. En termes de stations, donc aujourd'hui il y en a une cinquantaine, il y en a une centaine supplémentaires qui vont être mises en service à très court terme, dans 2023-2024, et aussi dans le recensement qu'on fait sur la trajectoire d'ici à 2030, on en a identifié de l'ordre de 225 à 250 en tout qui devraient être en service à horizon 2025. J'insiste sur le fait qu'il y a vraiment une offre technologique, une offre de véhicules maintenant sur à peu près tous les segments, que ce soit le véhicule personnel, le véhicule utilitaire léger. Et vraiment, je tiens à souligner ce point-là parce que vraiment les deux constructeurs français, donc Renault à travers une filiale, en fait une joint venture avec un fabricant américain de piles à combustible, donc la joint venture s'appelle IVIA, mais derrière vous avez Renault qui vraiment met l'accélérateur et qui a obtenu aussi des financements dans le cadre d'un dispositif européen qui doit permettre aux États de vraiment soutenir la mise en place de termes un peu galvaudés, mais de gigafactory pour accélérer la production d'équipements. Et par ailleurs aussi Stellantis, donc un segment où vraiment il y a de la fabrication en France, il y a une offre. Il y a une offre aussi donc, sur les bus, sur les camions. Alors sur les camions de transport de marchandises, elle va arriver vraiment plutôt à 2026-2027. Aujourd'hui, on est plutôt sur de l'expérimentation. Sur de la BOM, il y a déjà, alors elle n'est pas très diversifiée, mais il y a déjà une offre. Et donc, vous avez là sur ces deux cartes, justement, quelque chose qu'on suit, c'est le déploiement des bus par les collectivités. Donc, aujourd'hui, il y en a une trentaine qui circulent, mais on voit une très nette accélération par rapport aux commandes qui sont en cours. Et quand on prend vraiment l'ensemble de tout ça, on est à plus de 700 bus qui vont circuler dans les prochaines années. Ça a commencé également sur les camions bennes à ordures ménagères. Alors, là aussi, c'est un peu plus récent et c'est notamment dû au fait qu'il n'y avait pas forcément d'offres par les constructeurs. Donc maintenant, il y a quelques constructeurs qui proposent une offre. Donc là, aujourd'hui, il y a un camion benne à ordures ménagères qui circule à la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre. Mais donc là, à nouveau, quelque chose qui va s'accélérer avec une centaine de baumes qui devraient circuler dans les quelques années à venir. Très bien. Un mot de conclusion sur les perspectives, les conditions de réussite du déploiement aussi de l'hydrogène, c'est ça ? Oui, alors peut-être quand même juste afficher, c'est vrai. Parce que voilà, on a quand même des exemples concrets de la région. Donc rappeler que
La région Bourgogne-Franche-Comté a d'ailleurs été l'une des premières à développer, à mettre en place une stratégie avec une feuille de route régionale hydrogène. Aujourd'hui, toutes les régions en ont une, mais vraiment la région Bourgogne-Franche-Comté continue à être vraiment parmi les plus motrices sur le sujet, avec un budget de 100 millions sur la période 2020-2030. Alors c'est vrai qu'une bonne partie de ce budget va quand même porter sur l'acquisition des rames TER, à peu près la moitié, mais avec un objectif de déploiement de 7 écosystèmes hydrogène. On raisonne beaucoup en termes d'écosystèmes pour intégrer la production, le sourcing de la production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, et puis les usages entre les flottes captives des collectivités et puis aussi celles des entreprises. Donc là, vous avez les différents objectifs au niveau de la région, et quand même, on ne pouvait pas citer l'écosystème mis en place à Auxerre, qui a été inauguré en octobre 2021, donc Oxygène, avec donc une première ligne de bus, avec des bus de marque française, de la société Safra, avec de l'hydrogène renouvelable, et avec là aussi une montée en puissance, et justement dans cette approche écosystème, justement l'articulation avec l'alimentation en hydrogène des rames qui vont circuler prochainement. Très bien. Un mot de conclusion sur ce sujet de l'hydrogène ? Donc voilà, la conclusion, c'est vraiment d'insister sur le fait que c'est une technologie qui est là. Alors, elle doit encore continuer à progresser, mais il y a vraiment des applications très concrètes disponibles dès aujourd'hui. Les véhicules restent chers, ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Ça va en partie être traité à partir du moment où il y aura plus de commandes et une plus grande visibilité par les constructeurs sur le fait que vraiment ils peuvent lancer la production en série. Clairement, les prix vont baisser comme ça l'a fait sur les autres technologies, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables ou sur la batterie électrique. Donc il y a vraiment ce besoin de massification, et c'est ce que vise l'État. On cherche vraiment à faire en sorte qu'on ait une chaîne de valeur intégrée au niveau national. On a vraiment sur l'ensemble des maillons de la chaîne, et notamment sur la technologie clé, les technologies clés de cette filière, donc les électrolyseurs, les piles à combustible, les véhicules en particulier, des fabricants français. Donc vraiment, ça peut contribuer à la réindustrialisation, et d'ailleurs, y compris en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a déjà cité Alstom, par ailleurs Faurecia sur les réservoirs, et la société McPhy qui a choisi de s'implanter à Belfort pour fabriquer les électrolyseurs. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement ? Juste un dernier message. Dites un dernier mot. S'il y a une question, ça va être maintenant. Oui, allez-y. Un dernier message, c'est que clairement, pour faire de l'hydrogène renouvelable bas carbone, on aura besoin d'électricité. Donc on s'inscrit dans ce mouvement global d'un besoin croissant d'électricité par rapport à l'électrification directe. Et c'est vrai également pour l'hydrogène. Et France Hydrogène, on s'inscrit vraiment dans une neutralité technologique. Le but, c'est de décarboner. Et donc, il nous faut de l'électricité, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit renouvelable. Il faudra les deux. Il y a des objectifs réglementaires qui risquent d'être inscrits au niveau européen sur l'hydrogène renouvelable. Donc, du coup, vraiment besoin aussi d'électricité renouvelable. Mais on pousse vraiment aussi pour que l'hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire soit reconnu à plein titre au niveau européen. Merci à vous. C'est pas simple comme exercice de résumer toute l'histoire de l'hydrogène. On peut vous applaudir.